monde. Bienvenue à la 40e édition de FNC, bienvenue au forum. Donc aujourd'hui, dans cette journée pluvieuse à Montréal, on est avec les panels Les rôles du cinéma engagé. Et on a avec nous Elsa Gebhardt, réalisatrice, Justice Rudikara, réalisateur, acteur et auteur, Johanna Hanji-Thomas, réalisatrice, plasticienne et artiste, et Simon Lavoie, réalisateur et scénariste, et notre modératrice Diez Ligo, qui est la coordinatrice de programmation et réseau de Cinéma Politica. Et juste pour qui nous regarde, vous rappeler que vous pouvez poser vos questions après dans son 30 minutes qu'on a de Q&A, de questions et réponses, et que cette panel est dans le cadre de, pardon, de Journée de la Culture. Et donc voilà, je vous laisse avec Jess. Bienvenue tout le monde et merci. Merci, Susanna. Bonjour tout le monde. Donc, on va commencer. Je pense j'aimerais débuter avec la question pour tous les panélistes de c'est quoi pour vous le cinéma engagé? Donc, est-ce que c'est synonyme avec cinéma militant ou est-ce que c'est beaucoup plus vaste que ça? Qui veut prendre la parole? Je pense que je peux commencer si vous voulez. Vas-y, Johanna. Pour moi, une vraie différence entre le cinéma militant et le cinéma engagé. C'est quelque chose avec Khalil Jrej, avec lequel je fais mes films, on a beaucoup réfléchi, parce que tous les deux, on est libanais, donc on a commencé à faire des films à la fin des années 90 au Liban. Et au Liban, même placer une caméra dans un certain lieu, c'est signifiant. Donc, quel que soit l'acte que nous faisons, c'est toujours un acte engagé d'une certaine façon. Et comme évidemment, c'est aussi comme partout, mais disons plus particulièrement au Liban, il y a beaucoup de causes à défendre ou à attaquer. Le militantisme est quelque chose qui nous a beaucoup préoccupés dans le sens de comment faire un cinéma qui, même s'il est très engagé politiquement, n'est pas un cinéma qui va forcément avoir un message très explicite ou être dans ce genre de cinéma, mais plutôt quelque chose qui travaille la forme cinématographique autant que l'engagement politique. Et donc, nous, on travaille souvent sur cette connexion qu'il peut y avoir entre politique et poétique et dans cette relation profonde, disons, de faire politiquement du cinéma. Je suis tout à fait d'accord, en fait. Je pense que le cinéma engagé est comme très conscient, en fait, du pouvoir, du pouvoir qu'a le cinéma, là, qui est pour moi, en fait, un art qui rejoint beaucoup de monde, un art populaire. Et donc, c'est une façon de porter des messages parfois très directs, très sensibles, en fait, à des enjeux qui sont populaires d'une manière poétique, justement, artistique et ouais, à travers cet art grand public. Peut-être je peux y aller de mon côté avec... en fait, j'ai l'impression que le cinéma engagé, il y a parfois un malentendu sur la nature, en fait, de l'engagement qu'on peut avoir, en fait, dans le cinéma. Est-ce que c'est à travers le sujet, à travers le point de vue du scénariste ou parfois de manière un peu plus fondamentale, comme le disait notre ami du Liban, c'est en fait parfois le geste même de filmer telle chose de telle manière. En fait, il y a là même un engagement, en fait. En fait, ici au Québec, j'ai l'impression que, en fait, on entend ça parfois. Kundera disait ça, les petites nations
comme la nôtre, en fait, ou les petites nations en général, leur existence même est une question, en fait, qu'il faut toujours se poser. Puis j'ai l'impression que le simple fait de faire ici un cinéma d'auteur en français, de parler de nos histoires avec sincérité, tout ça, il y a là même un certain niveau d'engagement envers notre société, en fait, un engagement qui permet de répondre à cette question perpétuelle qui nous est posée ici. Est-ce qu'on veut exister? Est-ce qu'on existe? Donc, pour moi, l'engagement, ça relève aussi de cette nature-là. Et je pense que parfois, il faut y aller de manière un peu plus, je dirais, métaphorique, un peu plus que le cinéma engagé prenne un peu de hauteur. Il ne soit pas nécessairement quelque chose de complètement frontal qui pointe du doigt, qui accuse, etc. Parce que parfois, ce cinéma-là peut devenir rapidement obsolète. Parfois, quelques années s'écoulent, puis on perd la notion du contexte. Donc, moi, j'ai l'impression qu'un cinéma engagé peut aussi être un cinéma qui, je dirais, donc, qui fait confiance à l'intelligence du spectateur, puis qui permet au spectateur, donc, à travers des métaphores, là, ou disons des représentations un peu obliques ou un peu poétiques, là, enfin, où il y a un message qui se transmet. Tu sais, j'ai en tête un cinéaste comme Jafar Panahi, que j'aime beaucoup, qui a fait des films comme Le Cercle ou Sang et Or. C'est des films qui sont sublimes là, au niveau cinématographique, qui sont très puissants au niveau de la dramaturgie, etc., qui sont subreptices parce que ce cinéaste-là donc, œuvre dans un régime où on ne peut pas nommer les choses, puis qui, pour moi, ça relève du meilleur cinéma engagé. Oui, exact. Moi, je crois que je ne sais pas si je vais répondre à la question politique versus engagé ou whatever, mais pour moi, c'est un peu de la nature. Ça va dépendre de la nature du cinéaste ou de la cinéaste et du contexte dans lequel il opère, parce qu'on pourrait se dire que seulement un cinéma engagé est vraiment, comme tu disais, Simon, très frontal, mais des fois, de par notre geste comme étant une femme aussi, d'œuvrer dans un contexte où les femmes n'ont pas vraiment, jusqu'à maintenant, eu beaucoup de soutien financier. De fait qu'on fait des films, c'est un geste politique ou engagé. Et si on est des artistes qui sont sensibles à la mouvance sociopolitique dans notre territoire ou dans la grandeur de la Terre, je pense qu'on va aussi ressortir, ça va ressortir dans notre cinéma, même si on ne le fait pas consciemment, de notre malaise, de ce qui se passe autour de nous, dans nous, à travers nous. Donc, je pense qu'il y a un spectrum dans le cinéma politique ou engagé, dépendamment de l'artiste et de son contexte. Mais j'ose espérer que tous les artistes parlent de quelque chose, parlent d'un sujet qui les habite et que souvent, ça va avoir un message conscient ou non qui, j'espère, parle de quelque chose qui doit être discuté dans la société. C'est vrai que de par son aspect populaire, le cinéma dit parfois des choses. En fait, on voit des choses dans les films qui sont... c'est parfois plus intéressant ce qui n'est pas dit, ce qui n'est pas montré. En fait, ça dit souvent quelque chose sur un état du monde, sur un état ou sur une manière de penser. Comme tu dis, inconsciemment ou non, il y a malgré tout toujours quelque chose qui se dit, une forme d'engagement, même si c'est parfois un désengagement ou un nihilisme ou quelque chose comme ça, il y a toujours quelque chose qui parle puis qui dit quelque chose sur les gens qui ont fait le film et sur le contexte. Il y a quelque chose, je pense, de cet ordre-là dans cet art populaire qui est quand même une audience, même si on est dans le cinéma d'auteur, c'est quand même
un art destiné à avoir quand même une audience là, qui n'est pas la même peut-être que la danse ou ou la peinture ou l'art expérimental. Donc, peut-être que la question du contexte, justement, elle est intéressante parce que si on entend nos réponses, en fait, on se dit qu'il y a d'un côté le fait même de faire des films parfois dans certains contextes, comme Jafar Panahi ou en tant que femme, ou même dans certaines positions, à certains moments où c'est dangereux d'en faire, fait de ça un acte de résistance et un acte d'engagement. Il y a donc d'abord le fait même de faire, de se poser là et de dire je fais un film dans ce lieu-là, comme moi j'ai vécu des choses aussi de cette nature, où cette position est une position de résistance quelque part, parce qu'on ne veut pas laisser le territoire quelque part. C'est aussi pour nous une façon d'agrandir un peu notre territoire au moment où on sent qu'on est en train de nous le retirer. Et dans le cinéma, en règle générale, je crois qu'on a aussi, je pense, ce sentiment-là, c'est qu'on résiste à une certaine uniformisation peut-être d'un langage cinématographique, alors que nous, on voudrait quelque chose qui, même s'il est populaire, et je comprends très bien ce côté aussi qu'on insiste là-dessus, mais d'un autre côté, je crois que chacun d'entre nous dit aussi que la poétique, la politique, tout ça, c'est une résistance maintenant de les mettre dans certains films et d'en faire le sujet et la base de ces films-là. Donc, il y a plein d'engagements possibles. Oui, mais je pense que c'est un bon point parce que est-ce que dans certains contextes, est-ce que l'artiste a une responsabilité? Donc, est-ce que l'artiste doit, en tant que porte-parole de l'art, mais aussi du peuple, est-ce qu'il y a une responsabilité envers, surtout dans un contexte d'art public ou d'art populaire, est-ce qu'il y a une responsabilité de représenter le contexte social à la communauté? Tout à fait, mais je peux me permettre. Moi, j'ai l'impression que, effectivement, on s'en revient beaucoup à la responsabilité de l'artiste. Puis, pour parler peut-être de notre domaine, le cinéma, j'ai l'impression, en fait, dans notre contexte, pour moi, je vois deux aspects à cette responsabilité-là. Là. Il y a d'abord le fait, comme tu le dis, Jess, que l'artiste, il y a une tribune. Tu sais, dans certains endroits dans le monde, il y a des gens qui paieraient cher pour avoir cette tribune-là. Ici, on l'a. Puis c'est précieux. Et donc, il y a une responsabilité d'utiliser cette tribune-là à bon escient, d'une part. Puis d'autre part, ben, en fait, notre cinéma ici, on ne peut pas se le cacher, il est largement financé par des fonds publics. Et ça amène une autre responsabilité parce que, en fait, ici, peut-être dans d'autres sociétés aussi, mais ici, on s'est doté collectivement de moyens pour financer nos arts et notre culture. Donc, j'ai l'impression que, en tant que cinéaste, on a la responsabilité donc de justement faire un cinéma comme une forme d'art et non pas de singer la manière américaine de faire des niaiseries, en fait, parce qu'on n'est pas dans... On a cette responsabilité-là il doit y avoir une cohérence. Là. On a ce financement-là qui est dédié à financer notre culture. Puis je reviens encore à cette notion-là pour nous, c'est quelque chose de vital, je pense, ici au Québec. C'est quelque chose, ça nous permet d'exister, je crois, notre culture. Donc, il y a cette responsabilité-là qui vient de cette manière-là aussi. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Simon. Je pense que l'une des raisons pourquoi ici, le gouvernement finance beaucoup le cinéma québécois, c'est parce que sinon, on aurait juste des films étrangers, particulièrement des films américains. Et puis, il y a ça qui est vraiment important. Mais en ce qui a trait à la responsabilité, j'ai vraiment l'impression que c'est pas toujours le cas. Je pense qu'il y a beaucoup de cinéastes en particulier et puis d'artistes en général qui n'ont pas cette responsabilité de mettre de responsabiliser un peu leurs œuvres sur les enjeux sociaux. Et c'est même peut-être une des raisons aussi en fait qui m'a poussé à moi-même développer une carrière en tant que cinéaste parce que j'avais remarqué, il y a comme c'est un peu cette injustice en termes de marginalisation, d'ostracisation
en fait, de la représentation, un peu moi ce que j'appelle la diversité humaine, et notamment le peu de présence de cinéastes afro-descendants. Et ça, c'est face à ça que j'ai décidé pour ma part en fait, de développer mes projets ou de développer ma carrière à travers cette responsabilisation en tant qu'artiste et en étant conscient, en fait. Je pense que c'est important de l'être, mais ce n'est pas nécessaire d'être conscient du pouvoir ou du discours que peut avoir un film sur justement le public qui le regarde, qui peut être très grand, en fait. Mm-hmm. Je pense que pour moi, c'est délicat parce que des fois, j'ai essayé d'écrire des choses plus politiques, entre guillemets, et parce que ça venait pas de mon fort intérieur, c'était faussé. Donc, c'est délicat, je pense, pour les artistes de créer des œuvres qui viennent réellement de leur inconscient et de leur intuition. Donc, est-ce que ce sera toujours nécessairement politique? Pas nécessairement. Ou politique avec un grand P, là, mais si je crois, et vraiment dans les temps qu'on vit, là, avec l'incertitude politique, la montée du fascisme de droite, les changements climatiques, si les artistes ne ressentent pas un besoin inconsciemment d'adresser ce qui se passe dans le monde, je pense qu'en tant qu'artiste, je me poserais une question parce que je trouve qu'on est les satellites qui reçoivent les sentiments du monde et on les transfère en une genre d'alchimie. Donc, si on n'est pas perturbé par ce qui se passe, c'est peut-être parce qu'on n'est pas vraiment à l'écoute, mais c'est pas pour dire que ça doit être une œuvre très frontale, parce que je suis d'accord que des fois, ça marche pas, c'est mieux d'être subtil. Mais donc, je crois que pour moi, la question, c'est pas nécessairement est-ce qu'on a une responsabilité, parce que ça peut fausser notre œuvre et devenir trop mécanique, mais si on n'est pas en train d'une façon ou d'une autre d'adresser ce qui se passe, je pense que l'artiste devrait se questionner, elle ou lui-même, pourquoi son art n'adresse pas la débandade qui est en train de se passer. C'est vrai que ça prend comme 5 ans pour financer un film. Fait que peut-être il y a 5 ans, tout était différent et là, le film sort. Mais on est quand même comme Slacks, mon film d'horreur, je l'ai écrit il y a 4 ans. Puis là, je pense qu'il est très timely, mais c'était peut-être parce que je ressentais ça qui s'en venait. Donc, c'est ça que je voulais apporter. Moi, je pense que dans cette question, en fait, il y a aussi autre chose qui m'interpelle depuis un moment, enfin depuis toujours en fait, c'est de se dire que si l'artiste a une responsabilité, ou en tout cas il y a une responsabilité de l'artiste, ça veut dire que l'art a un effet, n'est-ce pas? Donc, et moi j'y crois personnellement. C'est-à-dire, moi, je pense que peut-être que c'est sans être trop, c'est pas une forme prétentieuse de croyance, c'est plutôt une forme de se dire, à travers l'art, le cinéma, on peut en tout cas établir un dialogue, partager un questionnement. Pas forcément avoir des réponses, parce que je ne sais pas qui en a aujourd'hui, mais disons que partager, en tout cas, retrouver une forme de communauté dans des lieux ou des pays ou des moments où la communauté, elle est vraiment très importante et pour qu'on puisse déjà se regarder, ne pas se sentir isolé, pouvoir partager la question qui nous habite ou les questions ou les situations et je crois que je n'aime pas trop penser à la responsabilité de l'artiste. Parce que surtout quand vous venez de pays où la cinématographie n'est pas très importante, en nombre bien sûr, pas en tant que ce qu'elle produit comme film, qui peuvent être très beaux, mais où il n'y a pas justement ni de système d'aide, ni de système qui encourage, où tout le monde travaille avec le système B et chacun essaye de faire ses films comme il peut. Tout de suite, un film, puisqu'il n'y en a pas énormément qui sortent sur les écrans venant de cette cinématographie, porte
beaucoup de poids. Il devient un peu l'ambassadeur d'une certaine réalité. Et parfois, on peut se trouver très lié par cette question parce qu'on devient très autoconscient de notre responsabilité, justement, en tant que cinéaste. Et ça, je trouve que c'est quelque chose dont il faut faire vraiment attention. Autant je crois que venant de certaines cinématographies de pays ou de lieux, comme je pense que mes collègues, c'est pareil, on est toujours en tout cas poussé par la nécessité de faire ces films. C'est des films en général qu'on porte très longtemps, qui sont compliqués à financer, qui sont compliqués à montrer et qui peuvent être très heureux dans leur fabrication, mais ils sont juste assez, disons qu'on les porte. Donc forcément, notre responsabilité, c'est, je pense, surtout une forme de sincérité qui, quand elle est dans cette sincérité de ce lieu où on se trouve au moment où on est en train de travailler, arrive à parler et à communiquer à une communauté élargie, en fait, hors de nos pays et hors des frontières et hors de nos genres, en fait, je pense. Pensez-vous, en tant que cinéaste, que vous vous retrouvez aussi une certaine pression de bien représenter votre communauté? Donc, si vous faites en tant que femme libanaise ou en tant que québécois ou Justice, tu parlais tantôt de la communauté afro-descendante. Est-ce que vous sentez une responsabilité ou en anglais on dit ça a burden of representation. Donc c'est la personne en tant que porte-parole de votre communauté. Est-ce que vous sentez qu'il y a une pression de bien représenter dans vos films? Ben, personnellement, je pense que je n'ai pas le sentiment de devoir représenter ma communauté parce que je sais à quel point elle est complexe et que mon point de vue est très subjectif, mais elle est pertinente. Elle est certainement pertinente, elle est rare et je sais que, et justement, Joanna a mentionné, mais juste par la sincérité que j'en porte, elle est légitime et puis c'est ça, elle est importante. Donc, juste ça, ça me réconforte dans ma démarche, à travers les propos que je partage. C'est assez pour moi. Une subjectivisation, en fait, d'une situation mais en même temps, c'est sûr que je crois que, enfin moi en tout cas, je suis politiquement très consciente de ce que je fais dans les films, dans l'art, du discours, c'est-à-dire comment les Arabes sont représentés, comment je ne peux pas les représenter, mais c'est presque comme quelque chose que j'ai totalement intégré depuis toutes ces années. Et donc, je fais attention, sans y penser, à la représentation que je donne. En fait, je n'y pense pas pendant que j'écris. Mais il y a des choses où c'est jamais, je ne les fais jamais. C'est-à-dire que jamais je ne considère qu'un pays, par exemple, le Québec ou le Libanais à Beyrouth, c'est les Libanais sont. Je ne pourrais jamais penser à chaque cas est tellement subjectivé et individualisé que, en fait, finalement, ça représente sans caricature, sans stéréotype, sans faire très attention. Justement, je suis très attentive à ça parce qu'on en souffre de la représentation qu'on donne de nous-mêmes ailleurs, parfois en tant que femme, en tant qu'arabe, en tant que plein de possibles. Mais je suis un peu comme Justice, c'est-à-dire je pense qu'à un moment, ce dont je parle, c'est ma position. Je ne peux pas prétendre être le porte-parole. Oui, c'est un peu comme ça pour moi, pour les femmes ayant vraiment absorbé depuis très longtemps, depuis que je suis allée à l'école du cinéma, l'idée de la représentation de la femme à l'écran, du male gaze versus the female gaze. Mais je ne peux pas dire que je le fais consciemment quand j'écris, parce que je pense que ça me bloquerait. Mais a posteriori, des fois, je me vois, je dis, OK, là, j'ai fait ce choix-là, mais peut-être surtout dans le casting, je dirais. Pourquoi je tente de mettre une femme comme ça? Je devrais peut-être repenser le casting habituel. Donc, je suis consciente que du point de vue de femme, je dois un peu justement, comme vous, Joanna, d'écrire
inconsciemment, mais de faire attention de ne pas tomber dans certains stéréotypes qui m'ont été inculqués par la société et que même si je suis très consciente, des fois, je peux comme tomber un petit peu dans le cliché. Et là, c'est là où la logique féministe reprend et je me rattrape un peu des fois. Des fois, je n'ai pas à le faire, mais des fois, je suis comme « Ah, là, c'était un petit peu prévu comme ça. » Ou là, je suis consciente que c'est comme un trope, comme je dis, parce que je travaille dans le film de genre et c'est beaucoup une question de trope qu'on voit déjà. Là, je le fais consciemment, même si c'est un trope où c'est la belle fille blonde qui se fait tuer en premier, mais je ne l'ai pas fait juste inconsciemment, comme c'est dans tous les films d'horreur pas mal. C'est un choix vraiment conscient. Donc c'est toujours de me questionner mes choix pour que je ne retombe pas dans quelque chose qui perpétue les stéréotypes, mais peut-être qu'il soit les challenge ou les perpétue, mais de façon un peu détournée. De mon côté, en fait, je me questionne un petit peu sur ce concept là, de chacun doit représenter sa communauté. En fait, il y a quelque chose d'un petit peu... Je sais que c'est comme ça, c'est notre époque, mais moi, j'aimerais croire qu'un artiste peut se projeter dans l'autre, en fait, et se sent pas nécessairement le devoir de, euh, de parler de sa communauté, entre guillemets. J'aimerais qu'éventuellement, à terme, disons, les artistes dits de certaines communautés puissent, en fait, disons, voilà, et vice-versa, mais en fait, on peut se projeter dans d'autres personnes qui ne sont pas nécessairement de notre communauté, entre guillemets, parce que j'ai l'impression que tout ça, la manière dont on représente tel ou tel groupe à l'écran, il y a quelque chose d'éminemment castrateur, je pense, au niveau artistique, parce qu'on tombe rapidement dans une sorte de politiquement correct qui est un peu stérile, c'est-à-dire que on ne peut pas montrer un personnage qui, dans une situation dramatique, est un personnage méchant, en fait, s'il est issu de telle ou telle communauté. Donc, il y a quelque chose d'un petit peu... j'ai l'impression que c'est comme un... C'est peut-être une époque transitoire dans laquelle on est, mais éventuellement, il va falloir en sortir de cette rectitude-là où on a de la difficulté en fait, où on tend à dépeindre tout ce qu'on appelle les groupes un petit peu soit marginalisés ou en situation ou racisés, quelque chose comme ça. On tend à les dépeindre de manière toujours positive, comme si la moindre représentation négative devenait du coup quelque chose de mal, en fait. Puis il y a un petit peu ce climat qui plane ces derniers temps, qui, je pense, qui est un petit peu difficile pour la liberté de création. Il y a comme une sorte de censure là, qui s'opère un peu inconsciemment. Moi, le premier, là, dans tous mes films, je me questionne sur comment je peux représenter tel ou tel... si j'intègre un personnage... je ne sais pas, d'un Amérindien ou d'une personne de couleur, je vais avoir toujours cette conscience-là que je ne peux pas lui faire telle ou telle chose parce que il y a un public de l'autre côté qui va comme le prendre comme une attaque envers son groupe à lui, alors qu'il s'agit d'un individu dans un film. Donc, pour moi, ces questions-là sont délicates. Évidemment, comment dire, là, en tant qu'homme blanc, je me sens évidemment pas l'autorité pour en débattre tant que ça, mais de mon point de vue, il y a quelque chose d'un petit peu problématique là, dans cette espèce disons, de cloisonnement en communauté. Oui. Je pense que, ben, comme tu l'avais dit tantôt, Simon, souvent, qu'est-ce qui porte beaucoup plus de pouvoir, c'est qu'est-ce qui n'est pas dit et qu'est-ce qui est absent dans le film. Et je pense que
dans le contexte de représentation, il faut aussi se poser la question qui est absent. Donc, si c'est dans la représentation, si c'est seulement les groupes marginalisés qui ne peuvent pas avoir accès, si c'est eux autres qui sont absents et sont seulement représentés par la majorité, c'est là qu'on peut... qui manque de nuances, finalement. On ne peut pas avoir les représentations plus variées parce qu'il y a seulement un personnage noir par année qui est inclus. D'accord. D'une forme de sous-représentation, en fait. Ouais. C'est cette sous-représentation qui fait que ce que tu ressens, Simon, c'est aussi un moment transitoire, peut-être. Justement, il y a certaines communautés qu'on ne peut plus représenter d'une certaine façon, mais qui n'ont pas encore accès à une grande représentation à cause de tous ces codes qui ont été mis en place toutes ces années et tout ça. Et qu'à un moment où peut-être il n'y aura pas cette absence de représentation dont tu parles, ou cette sous-représentation, puisqu'elles ne sont pas absentes, mais disons pas assez, à ce moment-là, le personnage accède à quelque chose de peut-être de différent, mais c'est vrai que c'est très compliqué aussi parce que comment on peut regarder certaines communautés? Est-ce qu'on a le droit de parler de communautés dont on ne fait pas partie? Moi, je trouve qu'on devrait pouvoir, mais c'est assez compliqué en même temps, parce qu'il faut avoir les bons outils aussi. Pour ma part, si je peux continuer toujours, dans ces discussions, en fait, j'ai l'impression que, je suis d'accord avec Simon du fait que, et c'est pas mon objectif, moi j'adore raconter des histoires et des récits cinématographiques. Donc, c'est un médium qui peut permettre de raconter des histoires très complexes et puis très variées. Et je n'ai pas nécessairement l'objectif où j'ai pas comme on en parlait tout à l'heure, j'ai pas comme cette pression de devoir parler juste de la communauté afro-descendante que je connais bien. D'écrire des histoires sur des archétypes, je vois beaucoup le cinéma comme une sorte de simulation de vie qui est très contrôlée. Et c'est des manières de raconter finalement des expériences et qui sont très diversifiées comme l'identité ou l'essence, la nature humaine. Donc, je pense, pour ma part, je ne sais pas pour Joanna et Elsa, en fait, même si, mais je ne pense pas que je me sens bloqué à juste parler de la communauté que je connais le mieux, parce que, évidemment, moi, j'ai grandi dans un endroit très diversifié, alors j'ai vu plein de points de vue, des points de vue que j'ai envie d'aborder ou d'approfondir à travers des œuvres cinématographiques. Donc, non, je pense pas que je pense que c'est un danger aussi de comme, peut-être pas, en fait. Je pense que c'est un choix qu'on se fait. Et puis, mais ça vaut la peine de voir aussi d'autres points de vue ou d'essayer de raconter d'autres points de vue qu'on connaît bien, par contre. La prochaine, je vais prendre ça l'autre direction un petit peu. Est-ce que vous pensez, comme disait tantôt Joanna, parce que l'art a un effet, est-ce que vous pensez que l'art en 2020, est-ce qu'il y a un besoin plus criant durant la période où on se retrouve maintenant, surtout avec le cinéma qui demeure accessible aux gens chez eux durant le confinement? Est-ce que l'art pourrait avoir un effet à ce niveau-là d'engager les gens de chez eux? Donc, c'est en deux parties. Est-ce que l'art continue d'avoir un effet à la maison, mais aussi, est-ce qu'il y a est-ce que l'art peut venir, comment je dirais ça, de venir chez les gens puis de donner du confort pendant cette période difficile? Du confort, tu veux dire du réconfort? Oui. D'accord, ok. Ouais. Okay. Je sais pas, moi. OK.
Je pense pas. Je pense parfois que ça peut être perturbant d'écouter des œuvres récemment, surtout dans les contextes comme en ce moment. Ouais. Pour ma part, je crois beaucoup au cinéma sur grand écran, à l'expérience collective là, que ça représente. J'ai l'impression que le cinéma est en veilleuse. Là. Ces temps-ci, on est vraiment dans le règne de Netflix, des séries télé, tout ça. Les gens font ce qu'on appelle du binge viewing, etc. Mais on dirait qu'il y a quelque chose qui me fait très peur, c'est de perdre cette possibilité-là de se regrouper ensemble, de voir des films puis d'en parler. Par exemple, dans un festival de films, en 2019 et avant, il y a cette émulation-là qui est extrêmement puissante. Puis, moi, le cinéma a été très important dans ma vie, mais le FNC en est un aspect important de ma formation de cinéphile. Il y a quelque chose de fabuleux de pouvoir se réunir, de voir un film qui nous frappe, qui nous marque, d'en parler, tout ça. C'est pas la même chose que de voir un film écrasé sur son divan en faisant pause puis en allant chercher une petite collation. Donc, je pense qu'il y a quelque chose pour moi, qui me fait peur sur l'avenir même du cinéma. Bien sûr, disons, si on pourrait appeler ça toute autre production audiovisuelle, il y a peut-être un réconfort qu'on peut aller chercher là-dedans, mais je pense que c'est plus un palliatif là, pour oublier cette année 2020 qui est un peu atroce. Là. Je sais pas, moi je vois... en fait, le cinéma est quelque chose qui prend trop de temps à faire, où il n'y a pas cette immédiateté-là. Donc, les films qui naîtront peut-être, je ne pense pas qu'il va naître grand-chose de cette période de confinement, de pandémie. Les gens vont vouloir tourner la page rapidement. Je n'ai pas l'impression que dans quelques années, il y aura quelque chose, disons, de nécessairement tangible qui va naître de cette époque-là. J'ai l'impression que c'est comme une anormalité qui fait qu'on ne va pas nécessairement vouloir la présenter à l'écran. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on est comme un petit peu dans les limbes, on est un peu en veilleuse là, au niveau du cinéma, dans l'espoir qu'un jour, on va pouvoir se retrouver en communauté devant un écran, partager des films ensemble. Moi, je dirais pas à l'encontre, mais je pense que oui, il y a les gens, et moi inclus, on veut juste comme se concentrer, pas regarder des choses perturbantes, mais je suis pas certaine que c'est si noir et blanc. Moi, j'ai vu beaucoup de films chez moi qui m'ont vraiment touchée et auxquels j'ai pas nécessairement parlé à d'autres gens après, mais qui ont eu un effet très fort. Fait que moi, je pense que oui, dans le meilleur des mondes, on va au cinéma ensemble, on en parle et tout, mais en tout cas, à travers ma vie, même maintenant, j'ai vu des films toute seule et je pense que ça peut être la même chose pour beaucoup de gens qui regardent des films chez eux. Et oui, il y a des gens qui ne vont pas vouloir regarder des choses perturbantes, mais il y a peut-être qui en ont. Et je pense, ça m'étonnerait que rien sorte de cette période. Parce que justement, c'est une période extrêmement difficile et je pense que le meilleur art sort justement de ces périodes où, comme un grain de sel dans une huître, ça nous irrite et quelque chose vraiment fort sort de là. C'est peut-être parce que nous, en tant qu'occidentaux, on n'a jamais... Occidentaux blancs, peut-être je parle juste de moi-même là, on n'a pas nécessairement vécu des choses très perturbantes et donc on pense que tout est horrible et qu'il faut juste oublier, mais au contraire, je pense que c'est cette perturbation qui va faire sortir quelque chose. Moi, justement, j'avais une idée que j'avais eue il y a 2 ans qui portait plus sur les changements climatiques, mais dans l'optique de la COVID, elle s'est juste renforcée et c'est juste comme je veux vraiment raconter cette histoire maintenant. Je vais m'enfermer dans un chalet bientôt pour l'écrire. Donc, je pense que justement, c'est dangereux si les gens disent comme « Ah non, c'est horrible, on va oublier ça, rien de pire va arriver. » Hello! Comme
Ça, c'est juste le début des choses horribles qui vont arriver. Je ne veux pas être comme un oiseau de mauvais augure. Et si les artistes sont comme « Non, je ne veux pas », c'est dangereux pour l'art. C'est pas ce que je voulais dire. J'ai peut-être mal compris. Comprends-moi bien. En fait, c'est juste que, évidemment, il y a des drames qui se jouent, il y a des choses, des histoires fabuleuses qui s'écrivent, il y a des drames humains, il y a des choses qui méritent d'être racontées. Mais moi, je parlais de cette réalité des gens masqués sur Zoom, etc. Je pense pas qu'on va vouloir transmettre ça dans nos œuvres et que ça va être nécessairement intéressant au niveau cinématographique. Ah non! Moi, je ne parle pas des gens masqués. Moi, je parle juste des émotions qu'on est en train de vivre en tant qu'humain que beaucoup dans notre société. Mais peut-être que tu vas les transposer dans un autre contexte que celui de la COVID, voilà. Ah oui, non, on ne va pas faire comme COVID the movie, mais je pense que... les acteurs masqués, etc., c'est... Non. Moi, je veux dire, ça va nous imprégner, veut pas, et j'espère que quelque chose va ressortir de cette atmosphère très bizarre qu'on vit, parce que je me disais, je ne veux pas être oiseau de mauvaise augure, mais je pense que la situation sociétale ne va pas s'améliorer, et on est mieux de dealer avec tout de suite. Non, disons, dans certaines sociétés occidentales comme la nôtre, ça fait presque 60 ans qu'il n'y a pas eu un événement majeur qui fait en sorte que soudainement, on est comme forcé de prendre un pas de recul face à nos vies quotidiennes. Je pense que ça remonte pratiquement ici au Québec à la Deuxième Guerre mondiale, peut-être à la crise d'octobre, mais on est vraiment... Il y a quelque chose d'inédit là, qui nous rappelle que notre mode de vie n'est pas acquis. Puis ça, effectivement, ça peut nous amener à réfléchir sur, comme tu dis, cette menace, là, les changements climatiques, etc., d'autres choses là, qui nous pendent au-dessus du nez. Moi, je voudrais dire que moi aussi, en tant que cinéaste, je comprends la frustration de Simon. C'est-à-dire qu'au Liban, par exemple, depuis des années, j'aide à m'occuper d'une salle d'art et d'essai, et je pense que montrer ces films en salle, et il y a une communion, un partage, des discussions, c'est pour ça que j'adore faire des films, c'est-à-dire discuter, débattre, voilà, présenter les films des autres. C'est ce que j'ai essayé de faire depuis des années. Bon, la salle de cinéma, elle a été obligée de fermer à cause des circonstances au Liban, mais on ne s'avoue pas vaincu, et on va en ouvrir une autre, j'espère, très vite. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, on n'a pas trop le choix, je crois, hélas, de se poser cette question de l'art. C'est-à-dire, moi qui ai là, de façon infortunée, pas mal d'expérience dans la catastrophe avec la situation libanaise, je peux dire que on est obligé de transformer. C'est-à-dire que j'espère que la crise de la COVID, ce sera ce qui nous arrivera de pire en Occident pour les prochaines années. Mais je ne sais pas, on verra bien. Mais disons que dans des circonstances tellement difficiles comme nous les traversons, chacun à sa mesure, chacun à sa façon, je crois que transformer, c'est la seule chose qui nous vient à l'esprit, nous les cinéastes ou les artistes. On est là et l'art, on ne se pose pas la question en fait. Moi, je ne me pose pas la question. J'ingurgite plein de choses, beaucoup de poésie par exemple, qui est une forme peut-être que je travaille beaucoup ces derniers temps en me disant que la poésie, ça peut être quelque chose qui peut confronter le chaos dans lequel on se sent tous, hein, d'une certaine façon, la peur de devenir des codes et des matrices et d'être totalement contrôlé. La poésie, c'est l'individualité, la subjectivité, plein de choses comme ça qui, pour moi, en tout cas, font sens. Et peut-être je me dis qu'il y aura des choses qui vont se transformer et peut-être qu'elles ne vont pas dire exactement la situation qu'on a vécue. Peut-être qu'on ne va pas mettre les masques, le Zoom, mais on va transformer ça, on va les transformer en quelque chose d'autre. Et peut-être que ces codes-là vont arriver dans notre vie et nous aider comme dans les années de crise, après il se passe une régénération, en fait. C'est comme en géologie, vous savez, catastrophe, régénération. Donc moi, je crois à ça. En tout cas, je m'accroche à cette croyance. Mais je pense que vous n'êtes pas la seule, Johanna, et je pense que on voit aussi ça dans les mouvements
sociaux en ce moment. Il y en a tellement, il y a tellement de mouvements de justice actifs en ce moment. On voit le mouvement de Black Lives Matter aux États-Unis, au Canada. On voit Idle No More, le mouvement de Land Back pour de souveraineté autochtone. Il y a le mouvement antisexiste, les mouvements pour le changement climatique, les gilets jaunes à Paris, tout ça en même temps. Est-ce que on dirait que c'est amplifié durant le confinement, que les gens se sentent appelés à combattre l'injustice. Est-ce que le cinéma a un rôle dans ces mouvements-là? Ben, moi si vous êtes d'accord, je peux y aller en premier. J'ai l'impression que ce que tu nommes comme mouvement, c'est souvent des choses qui naissent. Cette effervescence-là, elle vient beaucoup des réseaux sociaux. Puis je vois là, en fait, ces réseaux sociaux-là qui permettent une prise de parole comme directe. Il y a quelque chose d'un peu particulier, puis qui confronte, je pense, le cinéma, au contraire, hein, parce qu'aujourd'hui, bon, presque 95% de la population occidentale a un téléphone qui permet de filmer des images HD dans sa poche, là. Et donc ça change quand même notre rapport à l'image. Puis on voit la force, comme toujours les images, il y a quelque chose de sidérant. On l'a vu récemment avec cette femme autochtone qui s'est filmée en train de mourir dans l'hôpital, donc à Joliette. Donc ces images-là, il y a une force indéniable à ces images-là, mais j'ai l'impression que le défi pour le cinéma, en particulier le cinéma documentaire, mais c'est d'essayer de faire du sens dans toute cette espèce de confusion-là d'images qui nous viennent beaucoup des réseaux sociaux et en fait qui portent ces mouvements sociaux-là. Donc, j'ai l'impression que beaucoup de ces mouvements-là naissent des réseaux sociaux et le cinéma est un peu à la traîne pour essayer de voir comment on peut représenter tout ça. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un défi de création de sens là-dedans. Puis ça m'amène encore un petit peu par rapport à ce que je disais précédemment, à ce que le cinéma prenne du recul ou de la hauteur par rapport à tout ça, parce qu'on est vraiment dans une époque d'extrême confusion, là, où on est dans... où, disons, la force de l'image cinématographique perd de son unicité, en fait, puis aussi de sa puissance. Elle est comme diluée dans un magma d'images un peu parfois indigeste. Donc, j'ai l'impression que c'est plus un défi qui est lancé au cinéma. Donc, tous ces mouvements-là, sociaux, etc., c'est que peut le cinéma pour cela? Est-ce qu'il est un témoin en retrait? Est-ce qu'il observe ça? Donc, c'est un petit peu comme ça que je le vois, là. Oui, je suis d'accord avec ce que Simon vient de dire à propos de la virulence que ces discours, ces enjeux ont acquis grâce aux réseaux sociaux. Je veux dire, pour moi, c'est une continuité d'injustice, une perpétuelle récurrence d'injustices qui ont toujours été là, qui sont toujours là et qui ne vont probablement pas disparaître prochainement. C'est une suite, ça remonte jusqu'au droit civil et encore plus loin. Tout ce qu'on voit de ces injustices, en fait, sont décrits. Et j'ai l'impression que le cinéma n'est pas impartial. C'est une industrie qui est très injuste, qui l'est encore, mais je veux dire, maintenant, il y a des changements. Les décideurs, les décideuses ont été vraiment comme remis en question, ont cette pression justement de ces mouvements provoqués par les réseaux sociaux, vu que maintenant les réseaux sociaux permettent justement d'offrir des voix qui n'ont pas été accessibles, des voix qui sont beaucoup plus fortes et qui accèdent à beaucoup plus de personnes, et des moyens aussi, là, que ce soit justement les vidéos, justement, et c'est ça, j'ai vraiment l'impression que le cinéma en ce moment
surtout récemment, parce que, je veux dire, MeToo, ça fait 3 ans maintenant que ça a débuté. Puis, les productions qui se font ici, surtout aux États-Unis, en fait, on voit des gens, en fait, moi, j'ai vu 3 séries américaines, dont 2 d'entre eux ont été développés par des Afro-Américains. Et c'est Watchmen, et même pas nécessairement des Afro-Américains, mais dont le point de vue était basé notamment sur l'expérience afro-américaine. Et puis, ça remontait, chacun de ces séries, ça remontait à qu'est-ce que ça signifiait en fait les injustices des Afro-Américains depuis le début du dernier siècle. Et c'est pas des œuvres qui auraient été faites il y a plus de 3 ans de ça. Donc, non, je pense qu'en ce moment, il se passe quelque chose d'intéressant. Mais c'est justement grâce à ces mouvements. Je pense que ce qu'on parle un peu, c'est ce côté de l'image qui est donnée tout de suite à voir, en direct. Comme moi, j'ai un fils de 10 ans. En direct, c'est un truc super important. Il me dit tout le temps, mais tu te rends pas compte, c'est en direct. Et moi, j'essaye de discuter avec lui de cette notion de en direct. Voilà, différé, en direct. Alors que le cinéma, il vient quand même après l'événement, en général, disons. Il réfléchit l'événement, il le transforme, il en fait quelque chose d'autre. Et c'est vrai que c'est des questions super importantes qu'on pose ici, c'est-à-dire quel va être le poids de nos images face à des images qui sont si fortes et en direct et en fait qui se donnent à voir tout de suite, qui ont une circulation énorme, qui peut être beaucoup plus importante que nos films d'une certaine façon. Et quelles images nous on va faire aujourd'hui face à ce trop plein d'images d'une certaine façon. Nous, quand on a au Liban, par exemple, avec Khalil dans les années 90, en photographie, il y avait tellement d'images qu'on a choisi à un moment de ne plus faire d'images, de retirer nos images et on les écrivait. On faisait comme des images latentes qui se donnaient à lire et plus à voir, par exemple, parce qu'on n'arrivait plus à ordonner cette immense représentation qu'il y avait. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est face à quelque chose comme ça, là on parlait avant de sous-représentation, une surreprésentation des événements, des circulations, des choses, et qui fait que quelque part, peut-être nous, on revient à être ceux qui vont témoigner de quelque chose à un certain moment, choisir et faire comme du montage de tout ça, de toutes ces idées et les représenter, témoigner. Et c'est ça qui est le plus difficile, c'est ce tri dans le flux et qui va faire qu'on va chacun raconter une histoire particulière et elle sera justement éditée d'une certaine façon, elle sera narrée. Contrairement peut-être à ces images qui sont jetées sur le net et qui sont parfois incroyables, c'est-à-dire que rien ne pourra être plus fort que l'image de l'explosion qu'il y a eu le 4 août au Liban. C'est une image qui va imprimer l'imaginaire de tout le monde. Et après, il faut qu'on fasse quelque chose de ça. Et je crois que c'est peut-être ça imprime l'imaginaire, ça provoque des mouvements incroyables. Et après, nous, il faut qu'on en fasse quelque chose. Effectivement, moi je suis d'accord. J'ai l'impression que la captation d'images en fait, est plus l'apanage d'une certaine élite là, qui a accès à des moyens techniques, etc. Donc, tout le monde peut prendre ces images-là. Puis, tu parles d'images qui est en direct. Cette explosion-là est presque arrivée. On l'a presque vue en direct. Puis, je reviens avec cette femme autochtone qui s'est filmée en direct. Joyce Echaquan, c'est ça son nom. Oui, voilà, je ne voulais pas nécessairement... Donc, il y a quelque chose face à cette force-là, à cette fulgurance de montrer les choses. Maintenant, le cinéma ne peut plus, d'une certaine façon, rivaliser avec ça. Le cinéma, lui, doit créer du sens et doit comme essayer d'articuler un discours autour de ces images-là qui nous viennent de la source, là, qui sont... c'est plus comme, en fait... dans les années 60-70 où, par exemple, Denis Arcand pouvait filmer des réalités dans des usines, de tisserands qui faisaient dans les usines textiles, dans son film « On est au coton » ou d'autres cinéastes là,
Je pense en tout cas, on a une tradition ici où de montrer ces choses-là, ça étonnait. Maintenant, c'est plus le cas. En fait, les images nous viennent de partout, puis je pense que le rôle du cinéaste est vraiment d'essayer de penser le monde autrement que simplement en ajoutant de ces images-là là, à ce trop-plein. Je pense que le cinéma, c'est... Pardon, vas-y. Je veux juste dire, j'écoute ton sentiment que le cinéma est... Moi, je vois vraiment ça comme une alchimie. Donc, on est toujours en train de répondre à un sentiment intérieur et que c'est ça qui sort dans le cinéma. Donc, soit on est vraiment en avance du temps à l'avant-garde et tout ce qui est tous les mouvements sociaux, toute cette espèce de tension dans la société, les cinéastes qui sont, je ne sais pas, comme des satellites avancés, ressentent ça et vont sortir des films à l'avant-garde comme un précurseur de ces mouvements, ou après, ils vont ingérer et comme tu dis, faire du sens. Mais je ne pense pas qu'on peut rivaliser. Alors, pour moi, ce n'est même pas la question. Soit on annonce ou soit on relate. Et c'est ça. Mais et je pense que ce qui est intéressant, c'est que là, maintenant, les cinéastes, moi, en tant que cinéaste, je veux vraiment avoir des belles images au cinéma. Même dans les séries, si c'est pas beau à voir, si c'est pas vraiment pensé, je suis pas intéressée parce que justement, il y a tellement d'images réelles partout que ce qui va m'attirer plus vers... Ben, ça m'a toujours attiré. Je suis vraiment poussée par l'esthétique, mais encore plus maintenant, c'est que je veux voir des films qui sont beaux avec des points de vue qui sont réfléchis. Pas juste beaux comme... mais avec un sens de l'esthétique qu'on ne voit pas dans la réalité. Peut-être que c'est ce qui va attirer d'autres, les foules. C'est justement qu'on crée un univers qui n'existe pas. Ce que j'essaie de faire avec mes films d'horreur, mais je ne sais pas. C'est une réflexion que j'ai eue récemment. Donc, une image qui transformerait la réalité d'une certaine façon. Mais toujours. Moi, je trouve les films qui m'intéressent, c'est toujours des images, c'est toujours une réalité altérée. C'est jamais la réalité que je vais aller voir quand je vais sortir de la rue, parce que sinon, il n'y a pas d'intérêt, mais pour moi. Parce que je vais être comme happée dans un monde de rêve. Mais c'est vraiment quelque chose qui est propre à moi. Alors, peut-être que c'est comme ça que les gens vont revenir au cinéma, c'est d'être transporté dans un univers complètement surréel pour contrer la réalité des images qu'on voit tout le temps. Possible, mais aussi peut-être que justement, si on est dans un cinéma, disons, pas de transformation, moi je suis un peu d'accord avec toi, mais d'une autre façon, si on est dans un cinéma qui est plus réaliste, je mets des guillemets, est-ce que justement, moi je dis que ce qu'on peut opposer au direct, c'est la durée. C'est-à-dire la durée qui travaille le film. Quand on va filmer dans une usine ou dans un camp de détention ou une autre réalité, ce n'est pas justement un truc, c'est pas un moment fort. Ça va être une installation, une durée, quelque chose qui va disons, c'est une enquête profonde parfois. Et c'est ça qui fait aussi toute la différence. Je pense c'est moins le spectaculaire de l'image que une image qui va être dans une narration plus longue à tous les niveaux. Oui. C'est comme Simon disait au début que ça va perdurer. Comme c'est ça que le cinéma peut apporter. C'est pas les moments qu'on voit sur les médias sociaux, mais c'est vraiment un film peut perdurer versus une image sur Facebook. Donc, on est arrivé à 11 heures. La discussion officielle est terminée. Merci beaucoup. On a quelques questions qui nous sont venues de l'audience. Donc, je vais commencer avec la première question. C'est quel film vous ont marqué par rapport à la force de la représentation des communautés marginalisées présentées dans ceux-ci?
Alors, moi, je dirais The New World de Terrence Malick, parce que j'ai trouvé que la recherche et la représentation des peuples des Premières Nations était vraiment, vraiment frappante. Vraiment. Et j'ai regardé le making-of après pour voir comment était son processus, parce que j'ai jamais vu les peuples des Premières Nations comme ça. Mais c'est vrai que Terrence Malick est blanc et tout, mais j'ai senti que, wow, j'entrais dans je voyais quelque chose, une représentation que j'avais jamais vue et qui semblait, et je sais pas si je dis n'importe quoi, qui semblait plus réel ou qui m'amenait à un point de vue vraiment, vraiment, qui m'a transportée. Les autres, est-ce que vous avez des films qui vous ont marqué? C'est marrant. Moi, je dirais que beaucoup de films m'ont marqué, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire comment ils ont plutôt chosifié. Disons que ce qui m'a constitué, c'est souvent, bien qu'il y a plein de films que j'adore qui sont formidables, mais disons que souvent les films, j'ai été plus en réaction contre une certaine représentation féminine communautaire dans certains films en me disant, bon voilà, je vais faire le film qui va répondre d'une certaine façon à ça. Par exemple, surtout dans l'idée de contemporanéité, parce que je pense que ça, c'est très sensible. Pour moi, le fait de pouvoir être contemporain dans le cinéma, c'est-à-dire on se parle, là on est quatre, on vient de lieux très différents, on se parle, on est dans le même territoire, on partage le même temps. Et je crois que ce qui est très important pour moi, c'était avec Khalil, ça a été de faire des films qui sont dans une conversation réelle et pas dans une conversation de « ah oui, ça c'est bien pour ce pays-là » ou la sophistication du cinéma. Justement, ce langage qui nous est très particulier. Pour moi, c'était très important, par exemple, de le faire. Et c'est beaucoup d'autres cinéastes, mais j'arrive jamais à citer un film, qui m'ont donné la force d'avoir ce langage et de me dire, en réaction contre ces représentations, il y a aussi le langage cinématographique qui peut être tellement contemporain dans sa recherche et dans son art qu'il est lui-même un langage politique très précis. De mon côté, moi, je pense à un film, un vieux film québécois qui, en fait, c'est À tout prendre de Claude Jutras. Donc, au début des années 60, Claude Jutras nous présente un homme qui a comme une liaison avec une femme noire, qui est une incursion dans cette communauté-là. Et éventuellement, dans le film, cet homme-là, qui est un peu l'alter ego de Claude Jutras, donc avoue son homosexualité. Tout ça, donc, un film tourné en 1962. Pour moi, c'est plus... en fait, c'est des représentations qui me marquent parce qu'on voit leur avant-gardisme ou à quel point elles étaient avancées par rapport à l'époque. Moi, ça m'a toujours fasciné de voir que ce film-là, avec ce propos-là, a été tourné en 1962. Et de mon côté, moi, c'est If Beale Street Could Talk de Barry Jenkins. Ça, c'est un film récent, 2019, mais quand on regarde la filmographie des Afro-Américains, en fait, des films afro-américains, c'est vraiment impressionnant à quel point il a été capable de dépeindre différemment et puis très spécifiquement, justement, les enjeux de cette époque-là, vu par l'auteur, en tout cas décrit par l'auteur, j'ai complètement oublié son nom. James Baldwin. Baldwin, exactement. Et donc, c'est ça. Non, merci. Et la deuxième question qu'on a, c'est y a-t-il des projets de films engagés qui vous tenaient à cœur, mais que vous n'avez pas pu ou osé faire? Oui. J'ai pas pu, puis là, je pense pas que je pourrais jamais le faire, mais j'ai
j'ai écrit quand j'étais très jeune, et ça, je ne sais pas d'où c'est venu, un film sur une relation incestueuse entre deux frères qui dénonçait le machisme terrifiant et l'homophobie aux États-Unis. Et je pense que j'avais comme 20 ans quand je l'ai écrit. Et je pense que les gens qui l'ont lu étaient comme « Ça sort d'où, ça? Qu'est-ce qu'on va faire? » que Et tout le monde était comme « Ah, c'est bon, mais c'est une femme cis straight woman. Je sais pas trop. » Fait que j'ai jamais pu, mais tout le monde qui lisait était comme, même les gens, les hommes gays, les hommes qui ont été eu de pédophilie contre eux étaient comme « Comment t'as sorti ça? » Et je suis tellement triste que j'ai jamais pu faire ce film. Et je pense que, je sais pas comment c'est arrivé dans ma tête. C'était engagé parce que ça parlait d'un truc qui je trouve qui est vraiment quelque chose qui tue. C'est l'homophobie et le machisme des hommes blancs nord-américains. Donc, yeah. Je peux répondre en fait de manière un peu provocatrice. J'ai l'impression que si on a un projet de film vraiment subversif, vraiment quelque chose de radical, puis qui bouleverse l'ordre établi dans son engagement, il faut au contraire se surprendre si on est financé disons, amplement. Et je pense que c'est presque normal de le faire à l'arraché. Je pense aujourd'hui que les moyens se sont démocratisés permet que si on a un projet de film qui dénote un engagement qui va contre l'ordre établi, il faut le faire malgré tout. Il ne faut pas attendre le financement. Donc, moi, j'ai fait, en fait, avec un collègue, Mathieu Denis, on a fait Laurency, on a fait Ceux qui font les révolutions à moitié, on fait que creuser un tombeau. Je peux vous dire que ce pas des films qui ont été faits avec des moyens financiers nécessairement suffisants. Peut-être certains auraient abandonné les projets, mais éventuellement, quand il y a quelque chose qui nous tient à cœur, on se démène et on essaie de le faire coûte que coûte. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est comme une question qui ne doit pas se poser parce que rien ne nous empêche aujourd'hui de pouvoir faire un film si on y tient vraiment, à moins évidemment vouloir faire un film engagé qui se déroule sur une station spatiale orbitale. Bon, mais je pense que la question ne se pose pas. Moi, je suis assez d'accord avec Simon. Je pense que quand on a vraiment envie de faire un film, à part certains décors, comme tu dis, et, on peut le faire en fait. Les films qu'on a fait sont des films en majorité très, très, très peu chers, qui peuvent aller de $2 000 à parfois à $300 000, des films qui ont circulé partout. Et je crois que quand on vient d'un système B sans argent, en fait, la question de la subversivité, elle se pose différemment, disons. Et je crois que c'est justement, c'est vrai que là, il faut faire les films coûte que coûte. Quoi qu'il arrive, il faut faire son film. Si vraiment on est habité, sinon c'est beaucoup de fatigue et de labeur et c'est très dur. Mais effectivement, il y a des films quelque part qui ne pourraient pas trouver de façon naturelle une production parce qu'ils sont subversifs. Ils ne vont pas être forcément encouragés, justement. Ou parce qu'ils ont une subversion parfois moins évidente. Ce n'est pas forcément faire une grosse scène de cul ou un truc, ça serait différent. C'est la subversion, elle n'est pas celle qui est acceptée. La subversion, c'est celle qui peut mettre un petit peu en danger le système. Ce n'est pas celle qui va se dire subversive, disons. Donc la subversive, elle serait presque encouragée quand elle est très, comment on dit, esthétique quelque part, de façade. Mais la vraie subversion, là, c'est différent. Et je pense qu'il faut les faire, les films, quoi qu'il arrive. Les arracher. Ouais. On les arrache. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec cette façon de voir les choses, surtout il y a des films qu'on ne peut pas se permettre de ne pas faire, ou des propos, des discours. Et moi, je suis en début de carrière, donc
mais je suis parvenu quand même à intégrer des idées qui peut-être étaient un peu confrontantes pour ceux qui allaient comment dire, m'aider à, ou en fait, ouais, juste m'aider à les produire. Mais j'ai trouvé un moyen justement de les intégrer d'une manière ou d'une autre, de manière subtile, dans les projets que je suis en train de réaliser puis de développer en ce moment. Donc, mais je pense qu'en effet, s'il le faut, si on a vraiment une idée en tête d'une œuvre qu'on pense qui est nécessaire à faire, peu importe avec les moyens, puis les moyens sont très limités là. Ici, même si on a beaucoup, on a plus d'occasions qu'ailleurs de faire des films, je pense que c'est important. On a une autre question. Ne craignez-vous pas qu'il y ait un surplus d'œuvres autour de la COVID, durant les prochaines années, qui pourrait créer une fatigue et désintéresser les publics aux dépens des œuvres engagées sur le sujet? Je peux y aller en premier. Moi, je pense pas du tout. En fait, je l'ai déjà dit tout à l'heure, j'ai l'impression que les gens vont vouloir tourner la page quand même pour un certain nombre d'années. Peut-être que dans 10 ou 15 ans, on y reviendra, mais je serais très étonné qu'on sente l'urgence de parler de cette... c'est quand même une période morne où les gens meurent, où... en fait, on n'est pas dans une période de vitalité, je crois. Chacun dans nos salons. Donc, je n'ai pas l'impression qu'il va y avoir grand-chose qui va d'explicite. Peut-être, comme Elsa le disait, il va y avoir une transformation, mais je ne pense pas qu'il va y avoir grand-chose qui va parler de la COVID spécifiquement dans les prochaines années à court terme. J'ai vraiment l'impression qu'on va vouloir tourner la page pour... en fait, le cinéma engagé va surtout vouloir reprendre là où il avait laissé avec des thématiques un peu plus fondamentales, je pense. Je me dis parfois, quand je regarde des films, je ne sais pas si ça vous arrive, quand il y a des gens qui s'embrassent et tout, je me dis, mais bon. Oui. Mais la distance de sécurité, après. Donc, j'espère que ça ne va pas se passer comme ça, où tout d'un coup, on va se mettre à faire des choses un peu distantes. C'est vrai que ce qui sera intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui va être tourné maintenant. C'est-à-dire, même si les œuvres n'ont rien à voir avec la COVID, est-ce que les gens vont pouvoir faire des scènes où on est proche, est-ce que ça va changer notre relation corporelle au monde, à l'autre, de façon plus sans se rendre compte? Est-ce qu'on ne va pas craindre, moi je ne suis pas actrice, mais de nos acteurs, de nos actrices, je ne sais pas, de faire certaines choses qui vont implicitement changer les scénarios et les films de ces prochains mois, en tout cas, qui vont être tournés, et donc sans avoir comme sujet avoir dans nos corps l'empreinte de cette crainte. Ce serait à craindre, en fait, que toutes les nouvelles images cinématographiques soient froides, soient dénuées de contact, de chaleur humaine, qu'il y ait quelque chose d'un petit peu... une froideur qui naisse de ça, effectivement. Pas trop de scènes de sexe, d'amour, de rapprochement, de foule. On va voir. Ouais. J'ai oublié la question, en fait. Oui, c'était est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un surplus d'œuvres sur la COVID et que ça va désintéresser les publics? Personnellement, je pense que tout le monde est vraiment tanné de la COVID. Là. J'ai comme une personne qui est très enthousiaste là, à en discuter à chaque jour. Mais je pense ce qui est intéressant, c'est que c'est un élément c'est un enjeu qui amplifie en fait beaucoup d'autres enjeux. Hein. Et que ce soit justement en termes de rapprochement, en termes de qu'est-ce que ça veut dire ne plus avoir de contact physique, social, qu'est-ce que ça veut dire être isolé, de craindre, au début surtout, de craindre de mourir à cause d'un virus. Et comment on allait réagir. Je pense que beaucoup de monde, la COVID est important pour ses effets néfastes et les répercussions ou les décisions qu'on prend pour
rencontrer. Mais je pense pas que c'est l'élément en soi qui est intéressant. Moi, je pense que c'est tout ce qui en découle. Donc, pour ça, je pense que si on le met en background, c'est comme... En fait, on devrait le mettre en background parce que je pense que personne ne veut en reparler. Mais je veux dire, tout ce qui est arrivé récemment, c'est le monde se sont isolés, le monde était plutôt, surtout partagé à travers les réseaux sociaux. Pour ma part, j'ai passé à quelques productions cet été et puis je peux vous rassurer qu'il y aura de la chaleur humaine dans les œuvres parce que je ne pense pas que quand on a fait ces productions-là, on s'est dit « Ah non, mais il faut vraiment bien représenter la COVID en ce moment-là, c'est très important. » Non, il n'y avait aucune volonté. Personne n'en a parlé. Je pense qu'on essaie d'éviter ça. On essaie le plus possible de respecter les mesures, mais c'était important de se souvenir qui on est réellement. Là. C'est vrai, je pense, Justice, que tu as raison. La COVID révèle d'autres choses. J'ai un ami sud-américain qui me parlait, donc, des gens un peu plus fortunés en Amérique du Sud. Souvent, ils ont des domestiques à la maison, des serviteurs. Puis là, on me parlait de... Maintenant, il y a comme un contrôle qui s'exerce souvent sur ces domestiques-là, ces servants-là qui doivent ne plus sortir de la maison, qui doivent rester, qui sont souvent séquestrés. Donc, j'ai l'impression que partout, il y a plein d'enjeux connexes liés à l'exploitation, à la pauvreté, tout ça qui sont révélés par la COVID. Donc, c'est peut-être de cette manière-là qu'on va voir un peu de biais. Donc, des films qui vont traiter non pas de la COVID, mais de certains enjeux qui sont révélés par cette pandémie-là. Oui, non, je suis d'accord. Je pense pas qu'on va tous se précipiter pour faire un film COVID 101. Là. Je pense que ça va être comme... C'est ça, les enjeux, les cracks dans notre société qui sont révélés à cause de la COVID, que tout ce qui est sous-jacent d'injustice va devenir beaucoup plus apparent et tout ce qu'on prenait pour acquis, que soudainement, c'est plus le cas. C'est ça c'est la perturbation émotionnelle, je pense, qui va se muer en œuvre. On le reconnaîtra peut-être pas, j'espère. On va être comme ça, c'était influencé par la COVID, what? Mais oui, parce que juste écrire une histoire sur la COVID, comme yawn, but peut-être c'est la COVID qui va écrire sa propre histoire. Oh, c'est magnifique! Ah, pauvre COVID. Non, je rigole. Je vois toujours des trucs du point de vue comme de choses comme inhumaines, vraiment bizarres. Fait que... Ça serait un bon film d'horreur. Ouais. Film de zombies. Ouais. Ben, c'est tout, c'est toutes les questions qu'on avait. Je pense que Susanna revient pour nous parler. Je pense que j'ai juste un dernier mot en parlant de zombies. Je pense que pas que les gens ont senti la COVID, mais je pense que les films de zombies sentent ça. Je pense que c'est comme si les gens sentaient ce qui arrivait. Ils l'ont mis en pressenti. Oui, on pressenti, c'est ça. Peut-être pas la COVID, mais tout ce qui arrive alentour. Là. Je sens, depuis beaucoup d'années, je me dis, les films de zombies, l'engouement pour les films de zombies, ça veut dire quelque chose que je ne sais pas trop quoi, là, mais je pense que moi, je vois toujours ça comme un peu a posteriori, mais... La contamination, tout ça. Oui, c'est ça. Et aussi, peut-être l'idée aussi, le concept de s'entre-dévorer, le concept de prédation humaine. Je pense qu'on est toutes, surtout avec les papiers de toilette, là, je pense qu'on est toutes comme on va déraper, à quel point, quelle partie de notre humanité va ressortir dans tout ça, mais c'est une bonne chose qu'on s'est beaucoup entraidé travers tout ça. Oui, c'est vrai que le côté des zombies qui peut-être s'entre-dévorent, mais sur cette maladie-là, comment on va pouvoir rester dans l'entraide, la solidarité, le partage et la générosité? Je crois que c'est ça qui est le plus éprouvé, non, aujourd'hui.
ne pas vouloir seulement se protéger quand le zombie attaque, mais aussi, genre la COVID, mais pouvoir aider l'autre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de distanciation sociale dans les films de zombies. Hein. Voilà. Ils ont déjà intégré ça. On peut tourner maintenant ça. De zombies. On t'entend pas, Susanna? Oh, non? Okay. Oui. Oui, maintenant, oui. Je vous remercie de participer, d'accepter d'être ici avec nous. Et bravo, vraiment, c'était super intéressant. Merci Jess, c'était une... merci à vous. Super modératrice. Et j'espère pouvoir continuer la conversation dans un moment un peu plus normal, de vous voir peut-être l'année prochaine dans une soirée, dans notre panel. Oui. On espère aussi pouvoir voyager, de pouvoir faire venir à tout le monde qui n'a pas pu venir cette année. Mais quand même, c'est vrai que pour moi, une des choses intéressantes de faire ces panels partout, c'est une espèce de voir aujourd'hui, on dit bah, c'est la distanciation, on ne voit pas, mais d'une certaine manière, on entre dans l'intimité des gens, l'histoire de voir les maisons des gens, parce que tu fais un panel et tu vois la personne qui est là avec les micros, comme tu vois bien, mais tu ne sais pas comment est-ce que cette personne vit, mais avec les Zooms, tu vois sa vie. Donc, tu rentres un peu dans la maison des gens, et ça, c'est une manière aussi d'approcher les gens. Pour moi, c'est intéressant. Donc, je vous dis bye-bye, je vous dis au revoir. Et pour les je vois demain, on continue au forum demain. D'accord? Merci beaucoup, Susanna. Merci tout le monde. C'était super le fun. Merci. Bye.